Aujourd'hui, le Grenier Jeanne-Tony a le plaisir de recevoir pour vous Carole Logiste pour 69 selfies flous dans un miroir fêlé et Tout est loin. Un entretien mené pour vous par Listeria Wallner, accompagné de l'auteur aux lectures. C'est un des auteurs les plus respectés de la scène littéraire belge que nous recevons aujourd'hui. Auteur d'une vingtaine de recueils de poésie, de pièces de théâtre et de nouvelles, il avait au temps de ses premières publications été appuyé et encensé par, excusez du peu, Liliane Wouters elle-même. Aussi respecté soit-il, sa poésie soit-elle une des plus belles de la scène poétique belge contemporaine, c'est également un homme discret et sans aucune forfanterie que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en la personne du poète liégeois d'origine spadoise, Carole Logiste. Alors Carole, bonjour et bienvenue au Grenier. Pour débuter cet entretien, je voudrais permettre à tout un chacun, et surtout à ceux qui ne suivent pas de manière habituelle l'actualité littéraire et poétique de notre pays, de te situer. Peux-tu nous détailler un peu ton parcours et ce qui te semble pertinent de connaître de ta vie pour mieux appréhender ton œuvre ? Oui, je peux essayer. Je suis né en 1962 à Spa, d'un père anversois et d'une mère allemande. J'ai publié un premier recueil, effectivement, avec les encouragements de Liliane Wouters, à qui j'avais envoyé des manuscrits quelques années plus tôt. Et depuis, j'en ai publié une vingtaine. Je vis et je travaille à Liège. J'anime des ateliers d'écriture poétique. Et je m'occupe d'une revue aussi. Plus fort d'une revue qui s'appelle Boustro, une revue de littérature liégeoise que j'anime avec quelques amis. Alors, tu viens de nous dire que tu étais né d'une mère allemande et d'un père flamand et que tu vivais en région wallonne, donc francophone. Ma première question portera sur ton rapport aux langues en général et à la langue maternelle en particulier. Mais pour éclairer cette première question, ou cette seconde question que je te pose plutôt, je voudrais d'abord donner à lire un ou deux textes des 69 selfies et peut-être la citation de Beckett. Tu te charges des textes des 69 selfies et je prends la citation de Beckett ? Oui, très bien. Alors, c'est pages 13 et 26. Le langage est une aventure, un chantoir souterrain qui berce la musique des paysages pour dire ses secrets au monde. Il sait traduire le silence par l'écriture et donner forme ou force au sens qui nous traverse, d'un jour vers l'autre de la vie. Les langues sont des ponts fragiles qui nous font aimer un vertige entre les livres et les rives. Au lendemain des lèvres tues, je me souviens de chaque mot s'il a visité ton visage. Sur le pont d'un Mercœur, soudain, sans crier gare, le soleil arrose la pluie, le ciel attire mon regard. Une échelle de 7 couleurs arc-boute contre le zénith un mot, remonté de l'enfance. Regenbogen, disait maman, qui enfouissait ses trésors au pied secret de l'arc-en-ciel. I would like my love to die, and the rain to be falling on the graveyard, and on me walking the streets, mourning the first and last to love me. Samuel Beckett. Je voudrais que mon amour meure et que la pluie tombe sur le cimetière et sur moi marchant dans les rues, pleurant le premier et le dernier à aimer. Voilà donc les textes sur lesquels j'appuyais ma question, puisqu'on vient d'entendre un terme allemand, le terme arc-en-ciel, et qui est la langue de ta maman, et puis tu viens de nous expliquer le rapport que tu tissais entre langage et langue.
Donc j'aurais souhaité t'entendre au début sur ce sujet. Oui, mon rapport aux langues, il est très simple en fait. Il n'y en a aucun d'autre qu'avec la langue française. Donc je m'explique. Donc mon père qui était flamand, mais flamand d'Anvers, d'une certaine génération, et les Flamands d'Anvers étaient très, très francophiles. Enfin, je crois qu'il y en a encore, mais peut-être un peu moins, comme d'ailleurs les Gantois. Voilà, il a beaucoup voyagé, il s'est établi à Spa avec ma mère, après avoir fait un petit crochet par l'Allemagne, où il a fait trois autres enfants, toujours à ma mère. Et, et donc voilà, moi je suis arrivé, et ben, le flamand, déjà, n'était pas pratiqué à la maison. Donc ma mère nous parlait allemand à tous les quatre. Et moi, j'ai décidé, par originalité, de lui répondre en français. Donc, je comprends l'allemand, mais uniquement l'allemand parlé par ma mère. Euh, et d'une certaine manière, je lui servais de professeur de français. Donc, son français s'est beaucoup amélioré grâce à moi pendant ces années, et mon allemand très peu. Donc, voilà. J'ai aucun rapport avec la langue néerlandaise, mais j'ai un bon rapport avec le français. Enfin, je crois, j'espère. On va le découvrir justement. On avait pensé te recevoir ici en réalité avant la pandémie, et puis celle-ci nous a obligés à postposer notre rencontre. Entre-temps, tu as donc sorti deux recueils. Le premier, tu peux peut-être le présenter à la caméra, qui est 69 selfies flous dans un miroir fêlé, et qui a été publié à l'Arbre à Parole. Oui. Et le second, Tout est loin, qui lui est publié à l'herbe qui tremble. Est-ce que tu peux nous présenter ces deux recueils, leur soubassement, ce que tu avais comme projet, ce que tu avais en tête quand tu les as pensés, conçus? Oui, donc sont principalement des poèmes de confinement, donc écrits ces 2 dernières années. Mais bon, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qu'il y a, c'est qu'en réalité, ces deux recueils, c'est un seul recueil en fait. Donc j'avais plus de 200 poèmes qui étaient prêts à être proposés à des éditeurs. Donc j'ai commencé par Antoine Wouters, qui dirige la collection IF à l'Arbre à Parole. Et voilà, on en a extrait 74, comme le titre l'indique, 69 selfies flous, en fait il y en a 74. Mais pour nos amis français, c'était un peu compliqué, donc on a décidé d'abaisser le chiffre pour que tout le monde puisse le prononcer. Et donc celui-là s'est fait assez vite, en fait, puisque Antoine avait de la place dans son catalogue, et ça s'est mis en route assez vite. Donc ça, c'est un peu le choix que j'ai fait avec lui. Et puis je restais quand même avec plus de 120 poèmes, que là j'ai proposé à Thierry Orguelin, de l'herbe qui tremble. Et là aussi, on a fait quand même un choix drastique. Entre tant d'autres poèmes ont été écrits. Mais ce sont vraiment deux recueils assez contemporains, même dans les thématiques, je pense. Je crois qu'ils se ressemblent un peu. Si je comprends bien, celui-ci est un peu plus heureux, et celui-ci est un peu plus mélancolique, ou tristounet. En réalité, tu viens de faire une présentation qui est tout à fait juste. On a fini. Et Éric Brenier avait écrit à ton sujet que pour de la poésie contemporaine, tu faisais montre d'une souveraine cohérence thématique et stylistique. On va pouvoir le découvrir à la lecture de tes textes. Il écrivait encore que tu as un ton, une voix reconnaissable entre toutes, caractérisée par la discrétion et la pudeur, à quoi Gérard Purnel ajoutait « Discrète et délicate, la poésie de logiste ne vocifère jamais. Entre le chant et la confidence personnelle, avec une constante pudeur, elle mêle humour et gravité, nostalgie et observation. Les thèmes sont tour à tour l'amour, l'amitié, l'enfance, le voyage, l'observation des autres, le portrait. Et pour que nos spectateurs puissent se faire une idée de la justesse de ces observations,
je te proposerai de lire 2 textes que tu pourras librement commenter ensuite. Pages 6, 12 et 36, c'est à ton choix, tu lis ce que tu souhaites. J'ai commencé par les 2 textes des 69. Ah non, ce sont 3 textes des 69 selfies flous. Oui. Moi qui trouvais jadis l'existence trop courte, tout m'assomme aujourd'hui comme il n'est pas permis. Je m'ennuie au travail, transpire dans des yourtes, où je m'éveille idiot d'avoir autant dormi. J'en cherche les raisons, j'accuse ces amis qui m'exècrent d'oser dans mes carnets de doute moquer leur sinueux amour du compromis. Oui, ils rendaient étroits mes espoirs et mes routes, plus rien ne me distrait, ni l'eau, ni le soleil. Je m'emmerde à temps plein, tels ces oursins de mer, otages consentants de leur corail vermeil. Si au moins je pouvais empoisonner quelqu'un, blesser un doux pêcheur de mes piquants amers, je m'accommoderais de la fin des parfums. Je n'ai jamais été un garçon expansif. Ma pudeur, à tout craint, m'éloigne des transports sociaux et sensuels qui coûtent tant d'efforts. Je suis d'égale humeur, j'évite les récifs, j'arpente lentement dans la lumière rousse mes sillons où n'éclot nulle herbe de remords. Je n'ai pas d'ennemis qui souhaitent ma mort, et mon alacrité fait le bonheur de tous. Je passe pour un être un peu contemplatif, au contour plutôt flou parce que très gommé. Je préfère parler de moi au subjonctif. Je suis ce figurant que la plupart oublient, qui se souvient d'avoir abondamment aimé, sans jamais un regret, chaque jour de sa vie. Merci. Tu souhaites nous dire un mot de ces 2 textes? Plus particuliers. Ça, c'est peut-être justement des selfies, hein. C'est des textes qui sont un peu des autoportraits. Donc voilà, Brongniart et Purnell ont beau dire que je suis très pudique, mais parfois je suis un peu moins. Je suis peut-être même de moins en moins. À mon avis, quand je jouerai mon 50e recueil, je serai carrément exhibitionniste. Et voilà, ici c'était des textes en alexandrin, assez bizarrement. Enfin, assez bizarrement, j'écris beaucoup d'alexandrin, mais... Mais les textes, c'est moi qui les ai choisis, donc oui. C'est un péché... C'est un péché inconscient, excusez-moi. J'étais étonné de lire 2 textes à la suite l'un de l'autre en alexandrin. Mais voilà, j'aime... Alors, quand on parle de cohérence, chez toi, de cohérence poétique, je vais donner lecture de 2 textes maintenant tirés de Tout est loin, et vous allez voir qu'il y a effectivement une grande constante, notamment dans ce qui est l'autoportrait. Lorsque je pense à moi, quand je me réfléchis et tente d'esquisser de moi-même une image mentale, à la fois physique et morale, un tant soit peu précise, je n'y arrive plus comme par le passé. Se dessine aujourd'hui, derrière mes paupières closes, au bout d'heures d'efforts, une masse floue, une gelée informe, une silhouette vague. Le portrait que j'obtiens, au fil des mises au point, ne me semble jamais net, ni pour les lignes du visage, ni pour les traits du caractère. Il est comme enfermé dans une enveloppe d'ombre, et les couleurs de ses contours m'évoquent un amalgame de rouille et de poisse, comme si j'avais contracté, à force de vivre reclus dans la chambre noire et moite de mes regrets, sans sexe ni commerce avec mes dissemblables, une maladie de l'apparence, le virus des ténèbres. Je m'absente et je meurs. Petit pas de côté qui n'affectera ni, c'est ce que je souhaite, le cours du Dow Jones, ni celui de la planète. La mort d'un papillon ne gâche pas l'été. Ce jour est bien choisi, il pleut, on nous empêche de sourire et d'aimer depuis bien trop longtemps. J'hésite entre la corde et mon Olmesartan et préfère partir pendant que j'ai la pêche.
Adieu, mes beaux amis, qu'il a équé mes statuts, je vous regretterai, à distance sans doute, pour votre bienveillance et votre douce écoute. Tout ce qui ne m'a pas rendu plus fort me tue. Souvenez-vous de moi comme d'un homme heureux qui caressait la joie à la source des yeux. Là aussi, un commentaire peut-être sur ces deux textes? Ou Ouf. tu nous parles, tu nous parles encore de toi, effectivement. Oui, bah, le premier, c'est un peu ce sentiment que j'espère commun, qu'on a tous, peut-être d'essayer de rassembler les pièces de son puzzle personnel comme ça et de se ressembler ou de ressembler tous les jours à l'image que d'autres se font de nous. Donc c'était un peu la description de ce mal étrange. Et puis l'autre, voilà, j'ironise un peu sur le thème de ma disparition ou de mon suicide. Et voilà, j'aime bien traiter de manière un peu ironique, un peu sarcastique des sujets graves. Peut-être que je les commence dans une humeur grave, mais que je les termine de manière plus souriante, parce que je ne sais jamais rester sérieux très longtemps. Est-ce que c'est cela la mélancolie? Parce que ce qui se dégage le plus de la lecture de tes textes, c'est cette mélancolie, curieux sentiment de tristesse, de temps, du temps qui passe, et finalement aussi de jouissance esthétique, de transmutation de la boue en or, comme le disait Baudelaire. Oui, il y a de ça. Enfin, moi, je trouve en poésie, c'est vrai que c'est plus facile de faire un bon poème quand on n'est pas heureux. Je veux dire que moi, quand je suis bien, en général, je n'écris pas ou très peu. Donc, je pense que dans la poésie élégiaque, mais dans toutes les poésies, la tristesse et la mélancolie, c'est quand même un bon fond de commerce. Donc, j'arrive plus facilement à décrire un sentiment de tristesse ou du vague à l'âme ou regret du passé. Voilà, plus on vieillit et plus ce genre de sentiment s'approche de nous. Donc j'essaye de le tenir un peu à distance en l'enterrant dans des poèmes d'une certaine manière. Heureusement, tout mélancolique est également généralement assez drôle, et tu as effectivement un humour noir, incisif, mais qui très curieusement n'est jamais douloureux, dirais-je. J'en veux pour preuve deux ou trois textes que je te proposerai de prendre au choix, soit dans les selfies, soit dans Tout est loin. Je suis son follower, toujours plus roucoulant, qu'elle publie des horreurs, un serpent en gros plan, des blagues crapuleuses, des vidéos de chats, des forêts nébuleuses ou du TDHA, des ciels de Moravie ou des veaux nourrissons, des mots de Marc Lévy ou de Jean d'Ormesson, des vues de Saragosse où les a-t-elle chopés, des screenshots de ses gosses qu'elle a photoshopés, des photos de Jude Law et des rives du Tage. Je chéris, je partage, je renchéris, je wow, j'applaudis sans recul, j'adore sans calcul. Je suis son encensoir le plus surexcité, je suis son faire-valoir le plus décomplexé, je suis son follower le plus plein de ferveur. Nous envions les océans, leurs vagues, leurs tempêtes, leur miroir infini qui réfléchit le ciel, et nous rêvons de leurs abysses, en manœuvrant pour que nos vies soient lisses comme l'eau d'un étang. Mais il y a un texte que tu écris dans les selfies qui m'a beaucoup fait penser à Montaigne, qui disait que philosopher, c'est apprendre à mourir. Et j'ai eu l'impression, en lisant ce texte, qu'on aurait pu le titrer Poétiser, c'est apprendre à mourir. Je vais en donner lecture
Et puis je te proposerai de nous dire ce que tu penses de ce sujet ô combien grave, la poésie comme apprentissage de la mort. J'ai beau avoir pris mes distances avec la plupart de mes morts, me montrer prudent comme un sioux, j'entre quand même à petits pas dans le dernier quart de ma vie. Car de tribord ou de bâbord, je suis en peine de le dire, moi qui n'ai pas le pied marin et qui navigue à vue myope dans le sillon d'un bateau ivre. Je monte à bord des mots qui passent, tant qu'ils ne vont pas trop profond. Qu'ils soient putains ou bien pirates, je les accompagne au bordel d'aventures qui me ressemblent. Ne craignez pas que je m'occulte, ni que je songe à vous lâcher. Bon dos, bon cœur, bon œil, je veille. Plus tard que beaucoup de mes pères, et chaque jour je m'éveille. Quoi que l'on pense ou que l'on danse, préparez l'oreille au silence. Reste un défi pour la musique. Je m'y entraîne. À quoi, sinon, me servirait la poésie? Oui, donc pour répondre à ta question, poétiser, c'est apprendre à mourir. Sûrement, oui, plus que philosopher. Philosopher, j'en suis absolument incapable. La philosophie m'embête. Je suis incapable d'en lire et c'est pas du tout. Enfin, peut-être que j'en lirai un jour, mais pour l'instant, la poésie me suffit tout à fait comme viatique. Donc, je pense qu'avec avec les mots, on est quand même bien armé pour affronter pas mal de situations de l'existence. Comme je le disais tout à l'heure, moi, voilà, si j'arrive à mettre en mots un certain nombre de choses, je vais beaucoup mieux par la suite. Donc, c'est un peu ma manière de philosopher, c'est d'écrire de la poésie. Et voilà, je sais pas, comme apprentissage de la mort, comme apprentissage d'un peu tout, en fait, comme apprentissage de l'amour, de la vie sociale, la gestion des amitiés, tout ça, je veux dire, je pense que là, qu'en lisant de la poésie ou en écrivant, comme c'est mon cas, on trouve quand même pas mal peut-être pas de solutions, mais de modèles. On se sent moins seul dans ce qu'on vit. Et finalement, on voit qu'un grand nombre de peines, de joie, de deuil, tout ça a déjà été vécu par d'autres. Donc, je sais pas, je trouve qu'il y a une espèce de solidarité que la littérature nous enseigne et voilà, qui me permet de vivre de manière assez positive, en fin de compte. Dis-moi, est-ce que tu voudrais bien donner lecture des textes des pages 48 et 49 des selfies? Il serait injuste de dire que tu vas m'oublier. Non, pas complètement. Tu es quelqu'un d'urbain, tu prends de mes nouvelles, ainsi que de mes potes, quand je m'enquière de toi. Peu d'espoir que j'échappe à la conscience de classe qui orchestre ta vie. Pas question que tu zappes mon jour anniversaire. Tu m'envoies des messages, polis comme des meubles, presque vides de messages, mais remplis de sourires. Je demeure encore pour toi, potentiellement vacant, amicalement utile, mais pas indispensable, comme une note en bas de page ou en fin de chapitre. C'est un homme ordinaire, ni petit, ni grand, ni vieux, ni jeune, ni gros, ni mince, sans souvenir, sans avenir, sans aventure, sans inventaire, sans amis mais sans ennemis, sans lunettes, sans lutte, sans voix et sans combat. C'est un homme qui passe, qui est déjà passé et qui repassera, dépourvu de signes particuliers, de qualité comme de défaut. Tout le monde le connaît et ne le connaît pas. C'est cet homme tellement oubliable que chaque matin, le miroir de la salle de bain réfléchit longuement avant de me présenter son image. Il y a quelque chose de très contemporain, de très postmoderne, un caractère désabusé.
euh, marqué par la figure plutôt de l'anti-héros. J'ai pas remarqué que tu nous disais que tu étais Superman. Est-ce que ça te va, ça, comme qualificatif, de dire que tu es quand même un des grands poètes de la postmodernité? Ouais, un des petits poètes, voilà, c'est moins impressionnant en question. C'est une question vraiment très difficile. En fait, c'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Et pour moi, la postmodernité, c'est terminé depuis une vingtaine d'années. Donc, j'aurais dû arrêter d'écrire à ce moment-là. Pour moi, un des grands poètes de la postmodernité, c'est Michel Houellebecq, avant d'être le romancier parfois détestable et la plupart du temps détesté, mais bien vendu quand même, était un des meilleurs poètes de sa génération. Et lui, voilà, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup pratiqué comme poète. Et d'accord, effectivement, je pense que des anti-héros dans mes poèmes, il y en a beaucoup. Mais c'est parce que, comme dans le roman, je pense que c'est toujours les anti-héros que je préfère. Je veux dire, je préfère parler dans mes textes de choses très quotidiennes qui arrivent à des personnes très banales. Peut-être que ça, effectivement, c'est postmoderne. Le fait, peut-être que quand j'emploie la première personne du singulier, quand j'écris en je, j'essaie quand même de mettre une certaine distance entre le jeu et moi. Et peut-être qu'effectivement, quand j'écris je, c'est parfois un autre, ou c'est un tu, ou c'est un il. Donc peut-être que tout ça est postmoderne. Mais moi, j'ai pas l'impression d'appartenir à un courant quelconque. J'essaye. Enfin, ce que tu as lu tout à l'heure ne va pas dans ce sens-là, mais j'essaye quand même de me renouveler de recueil en recueil. Mais il y a quand même des gens qui disent qu'il y a une petite voix qui se répète, donc je dois avoir ma petite musique. C'est le moins que l'on puisse dire. Je vais proposer d'entendre le portrait. Alors, tu nous as dit qu'il y a effectivement une affirmation saisissante qui est toujours l'affirmation, le signe d'un grand poète, qui est celle du je, qui a eu tendance à disparaître un peu. Il est réaffirmé chez toi de manière tout à fait saisissante. J'avais relevé un texte que j'avais titré Portrait du poète en scrofuleux, et il m'a semblé, après discussion avec toi, que j'avais peut-être été un peu réducteur. Je vous le lis. J'ai les pieds noirs, une haleine âcre, la peau grasse et le front brûlant. Mon œil est trouble comme une eau qui renfermerait une épave. Mon érémitisme fait peur à mes beaux amis qui s'éloignent, qui s'approchent de moi par mégarde, fait demi-tour avec horreur. Pour la science, j'esquisse ici quelques-uns parmi les symptômes de la maladie invisible qui m'indisposent un jour sur 3 quand je vous applaudis de loin, mais préfère mon oasis. Oui, ce que je te disais, c'est que c'était une espèce de petit hommage à Lautréamont. Il y a un texte chez Lautréamont dans Les Chants de Maldoror que j'aime beaucoup. Je vais en lire quelques lignes. Il est très long, hein. Tout ce qu'écrit Lautréamont est long. C'est peut-être pour ça que les gens lisent très peu Lautréamont, mais ils ont tort. Je suis sale, les poux me rongent, les pourceaux, quand ils me regardent, vomissent. Les croûtes et les escarres de la lèpre ont écaillé ma peau, couverte de pus jaunâtres. Je ne connais pas l'eau des fleuves, l'inarrosée des nuages. Sur ma nuque, comme un fumier, pousse un énorme champignon aux pédoncules ombellifères. Assis sur un meuble informe, je n'ai pas bougé mes membres depuis 4 siècles. Mes pieds ont pris racine dans le sol et composent, jusqu'à mon ventre, une sorte de végétation vivace, remplie d'ignobles parasites qui ne dérive pas encore de la plante et qui n'est plus de la chair. Cependant, mon cœur bat, etc. Faut dire, montre Lautréamont. Alors, il y a du Lautréamont dans tes textes comme on vient de le voir, mais en réalité, il y a absolument tout de nos vies dans tes recueils,
et également, dirais-je, tout de la poésie, avec des accents qui tantôt feront penser à Baudelaire, tantôt à Rimbaud, tantôt à Villon. J'ai même pu noter, à mon sens, une véritable influence brellienne dans la façon de camper nos personnages et notre époque. Deux textes ont retenu mon attention. Pour Villon, page 37 des selfies, et pour Brel, page 34, si tu veux bien nous les lire. Hier encore, on me soufflait en plein visage, sans sommation et à tout bout de champ, des blagues salaces, des confidences ou bien des apartés flanqués de postillons. Ils engendraient en moi, selon les circonstances et le potentiel érotique de la bouche de leur locuteur, parfois des hauts le cœur, parfois du ravissement. Or, voici qu'elles me manquent toutes, ces bonnes promiscuités entre salve fétide et salive lascive dans l'explosion des rires. Où sont les haleines des enfants, les humeurs des amours et les baves avinées qui fleuraient à la fois la vie et l'ail des jours? Ce qui fout vraiment la merde, c'est de se savoir aussi mortel que Bowie ou Maradona. C'est une évidence fatale que s'approche un fâcheux autel, où de sottes messes seront dites en mon absence. Et ça fait chier d'imaginer la gueule contrite de mes amis, de mes ennemis, baffrant des sandwichs pendant qu'on m'incinérera comme un con, avec une playlist à vomir, d'Yves Duteil, de Supertramp et d'artistes qui fichent des crampes. Mais comment partir autrement qu'en supportant de tels tourments? Voilà. Ce qui me fit penser à la façon dont Brel décrit bien souvent, c'est son enterrement. On vient d'évoquer la figure du grand Jacques et par conséquent la chanson. Je me suis demandé en te lisant si tu écrivais des chansons, car d'une part tu te définis jamais comme chansonnier, du moins je crois. Cependant que certains textes laissent tant dans la forme que sur le fond l'impression d'avoir été prévus pour être chantés, slamés ou rappés, en tout cas vraisemblablement dit en musique. J'ai pensé à certains textes qu'on va lire, mais peut-être nous diras-tu ton rapport au chant, à la musique? Oui, donc oui, Brel, voilà, j'ai beaucoup écouté Brel quand j'étais adolescent, mais il y a beaucoup de chanteurs qui m'impressionnent plus que lui. Je pense quelqu'un comme Gainsbourg, par exemple, je le pratique beaucoup plus. Maintenant, écrire des chansons, je ne l'ai jamais fait. J'écris, en fait, j'écris des poèmes qui sont des chansons, mais chansons dans le sens où Verlaine écrivait des chansons. Donc, parfois en privilégiant le vers impair, parfois effectivement des textes très mesurés avec l'octosyllabe comme métrique. C'est vrai que l'octosyllabe est quand même un vers qui est fort utilisé dans la chanson. Mais j'ai jamais eu l'occasion d'écrire pour un chanteur. Mais ce qui est certain, c'est que j'attache beaucoup d'importance à la musicalité quand j'écris. De plus en plus, je vais vers quelque chose d'oral, ce que je ne faisais pas du tout dans mes premiers recueils, où j'avais l'impression que je remplissais vraiment des pages blanches, et pas avec une écriture blanche, quand même pas, mais je pensais pas à l'oreille. Et c'est vrai que depuis quelques années, peut-être par la fréquentation des slameurs, j'ai beaucoup d'amis slameurs, et que j'écoute beaucoup, que j'espionne beaucoup, que j'envie beaucoup. Peut-être qu'effectivement, je vais vers quelque chose de plus en plus oral et musical. Mais voilà, si je me sens pas, je ne me vois pas écrire des chansons, mais si quelqu'un a envie de chanter mes poèmes, je vais pas lui dire non. D'ailleurs, je sais pas dire non. On va en écouter. On va en écouter un, justement. Ne me caresse plus avec autant de mains, j'aimerais que tu m'oublies lorsque tu penses à moi. Nos heures sont comptées par des dieux implacables qui ne nous passent rien et se moquent de nous. La tendresse est tempête et secousse la beauté. Je veux être inconnu de tous hormis de toi et rester invisible s'il s'agit de t'aimer. Ton corps parle une langue que je maîtrise mal. Mon cœur risque un langage qui te surprend parfois. Personne ne doit savoir combien je suis fragile
quand nos joies oblitèrent le timbre de ma voix. Et alors, pour le rythme de l'octosyllabe, j'ai retenu un texte de Tout est loin. Certains soirs, quand nous étions nazes, tu proposais d'un ton moqueur de reculer de 4 cases. Et d'un double Johnny Walker, tu voulais lire l'anabase. Je préférais les bookmakers, tu kiffais mes paranomases. J'enviais ton profil vainqueur. Faisons aujourd'hui table rase de ce qui divisait nos cœurs. Moi dans l'excès, toi dans l'extase. Jouons ensemble nos jokers. Le temps file, et quand je dis que toute la poésie est dans ta poésie, si tu as une prédilection effectivement pour l'octosyllabe et l'hexamètre, on trouve en réalité toutes les formes chez toi, du sonnet au tercet, peut-être même au haïku, du vers libre ou classique, de la poésie en prose et de la prose poétique, le tout expérimenté, on le soulignera jamais assez, avec une maîtrise sûre, pour ne pas dire parfaite. Veux-tu terminer cet entretien en illustrant cela par 2 textes qui seront de ton choix et qui n'auront d'autre qualité qu'être des textes pour lesquels toi, tu as une particulière tendresse. Mer calme, l'oiseau se replonge dans sa lecture du ciel. Isocèle sur les vagues, un goéland nous vole, levé de la victoire. Et alors celui qui clôture le recueil. Sur le clavier de la neige, l'oiseau dactylographe pond son dernier poème. Et puis, peut-être un texte plus... avec justement un vers très, très court. C'est vrai que j'écris très peu en vers libre. Je me rends compte de ça. Il y a quand même toujours un maître qui finit par s'imposer. Mais c'est parce que pendant que j'écris mes textes, je les mémorise. Donc c'est plus facile d'écrire en vers mesurés. Éphémère jogger, dénudé dans les dunes, tu surgis. On dirait que tu sors du soleil. Que tu t'ouvres une route sur terre parmi nous. Tu t'arrêtes, tu baignes dans ta transpiration et tu ne nous vois pas. Puis tu reprends ta course, auréolé des feux de ta courte beauté. La lumière t'avale et recrache ton ombre. Un point qui clôt la plage. L'horizon te va bien. Merci beaucoup, Carole, de nous avoir accordé cet entretien. Avant de le clôturer, je voudrais savoir si tu as des projets prochains en matière de poésie, et si tu peux déjà nous en dire quelque chose. J'ai un petit bouquin qui va paraître, je ne sais pas si vous connaissez tous le Cactus Inébranlable. C'est une maison d'édition qui publie principalement des textes courts, on va dire des aphorismes. Et là, j'ai eu la chance d'avoir été sollicité par Jean-Philippe Querton pour un petit recueil qui devrait paraître fin de ce mois-ci, ou peut-être un peu plus tard, parce qu'il a eu quelques problèmes de santé, et qui s'appellera « Faut-il dire la vérité aux éléphants ?» Ça, c'est une chose. Puis je travaille... Mais ça, il y a 40 ans que je travaille sur mon premier roman. Donc je vais peut-être essayer d'écrire 10 phrases cet été et que j'effacerai rapidement. Et voilà. Et il se fait que donc j'avais parlé de l'ensemble que forment ces 2 recueils-ci. En réalité, il y a un troisième. Donc c'est une trilogie, on va dire la trilogie du confinement. Donc le troisième existe déjà et je suis en train de le finaliser, de le relire. Et celui-là s'appellera Ctrl-Alt-Delete. Donc c'est quelque chose que les moins de 30 ans ne connaissent pas. Donc c'est pour... Oui, ah ben ça va. Ctrl-Alt-Delete. C'est un titre provisoire. Mais voilà. Et pour vous remercier de votre participation à ce bal et masque, cette rose qui ne devrait être pour vous, Carole Logiste, qu'une pierre de Ronsard.
Et surtout, n'oubliez pas, à présent, c'est bas les masques.